Alors, bonjour à tous ceux qui sont connectés, qui sont en ligne pour commencer cette journée. Bienvenue à ce nouveau webinaire Améade de la série Les clés de la réussite. Nous sommes très heureux de reprendre ces webinaires lors desquels nous abordons des questions très concrètes, parfois techniques, que vous vous posez dans votre quotidien de créateur et aussi de chef d'entreprise. Le sujet du jour, c'est Instagram, ce réseau social que peu de personnes ignorent encore et dont nous sommes nombreux à être utilisateurs ou simples lecteurs, et que ce soit à titre individuel ou à titre particulier. Alors, si nous l'abordons aujourd'hui, c'est parce qu'il s'avère qu'Instagram est devenu un véritable outil de développement commercial, disons incontournable, et ce particulièrement pour les entreprises de la création, à condition toutefois de maîtriser quelques bonnes pratiques dont nous allons parler. Sans plus tarder, je remercie Olivier Barbin et Valérie Tinfin qui nous font part aujourd'hui de leur expertise et de leur expérience sur le sujet Instagram. En quelques mots, très rapidement, Olivier Barbin a fondé l'agence Superfull il y a 5 ans. Il est expert notamment en stratégie social média, en influence marketing, en stratégie éditoriale. Il est également expert formateur pour Améade. Et Valérie Tinfin est artisan d'art, plumassière, installée en région Occitanie et utilisatrice d'Instagram à titre professionnel. Nous allons en parler. Mais pour commencer, je donne la parole à Christelle Valenza, qui est cofondatrice d'Améade, que vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous, et qui est également formatrice. Christelle, si tu veux bien nous faire une brève introduction à ce webinaire, une précision avant de commencer. La rencontre est enregistrée, elle sera visible en ligne dans les prochains jours. Et après les interventions de chacun de nos invités, ils répondront avec plaisir aux questions que nous vous invitons à poser par écrit. Dans l'espace chat, vous avez un espace questions-réponses à droite de votre écran. Christelle, c'est à toi. Christelle, tu nous entends? Ah, alors, Christelle, il y a peut-être un petit problème de connexion. Ce n'est pas très grave. Voilà, nous aurons l'introduction de Christelle en guise de conclusion. Donc, je pense que si vous êtes d'accord, nous allons passer la parole directement à Olivier Barbin. Olivier, vous êtes expert donc, en la matière et vous allez nous parler de trois choses en particulier. Les fondamentaux des réseaux sociaux, d'Instagram en particulier, pourquoi on y est, comment s'y préparer. Et surtout, vous allez nous partager quelques bonnes pratiques pour développer efficacement la communauté et les abonnés. C'est à vous. Exactement. Et ce que je vous propose, c'est de partager mon écran pour pouvoir afficher la présentation que vous devez désormais voir. Vous me le confirmez? Très bien. Ouais, ok. Bon, on y va. On va commencer par parler des fondamentaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que en l'espace d'un peu plus de 20 ans, 22 ans, on est passé de 250 millions à un peu plus de 5 milliards d'internautes. Et si le nombre d'internautes a augmenté de manière vertigineuse, le web s'est également réinventé une première fois, puisqu'on est passé d'un web 1.0 au web 2.0. Je la fais courte, d'un web statique, un propriétaire d'un site met à disposition un contenu et les internautes vont pouvoir prendre connaissance de ce contenu sans interagir avec, un web 2.0 qu'on appelle aussi web collaboratif, web participatif ou web social, qui place l'utilisateur au centre du web. L'utilisateur va pouvoir prendre connaissance d'un contenu, mais va pouvoir aussi interagir avec. Il va pouvoir le partager, le commenter, l'abonder, le critiquer. Et ce sont toutes ces interactions qui donnent de l'impact à un site web et au message. Finalement, on a changé de paradigme en matière de communication, puisqu'on est passé d'une communication très verticale à une communication horizontale. Communication verticale, c'est quoi? C'est un émetteur qui envoie un message à un ensemble de récepteurs sans que les récepteurs puissent interagir avec. Vous êtes devant votre téléviseur, il est 9 h, vous regardez la télé, vous tombez sur une publicité pour un dentifrice, dans votre canapé, vous pouvez hurler votre amour pour cette marque ou crier votre désamour, vous serez tout seul à entendre ce que vous avez à dire. Sur le web, dans une dimension horizontale, c'est tout l'inverse. Vous êtes devant YouTube, vous regardez une vidéo qui est coupée par une publicité pour un dentifrice, et là, vous allez pouvoir crier votre amour ou hurler votre désamour en commentaire, en likant et par d'autres moyens d'interaction possibles. Donc, on est bien dans une dimension verticale et c'est toutes ces interactions qui vont générer de l'impact. On disait, parce qu'on ne le dit plus trop, on disait que plus il y a d'interactions, plus un message génère de buzz. Et c'est ce qu'on va rechercher aujourd'hui sur les réseaux sociaux. L'important, finalement, c'est pas tant de se poser la question désormais de quel message est-ce que j'ai envie d'envoyer à ma cible, de manière très verticale, mais plutôt qu'est-ce que ma cible a envie d'entendre que je peux lui apporter pour nourrir cette relation que je souhaite entretenir avec elle, bien dans une dimension horizontale, presque d'égal à égal, finalement.
Et ce qui est important, c'est d'essayer de réfléchir à la zone d'écoute quand on est sur les réseaux sociaux et également quand on est sur Instagram. Et la zone d'écoute, c'est quoi? C'est le point de rencontre entre mes objectifs, ce que j'ai envie de raconter, et les attentes de ma cible, ce qu'elle a envie de vivre comme expérience sur un réseau social comme Instagram. Il y a tout un tas de mes objectifs dont ma cible se contrefout, ce n'est pas son sujet. Il y a tout un tas des attentes de ma cible dont moi, je me moque éperdument. Et puis, quand on fait se rencontrer ces deux cercles, il y a un point de convergence où les attentes de ma cible vont croiser les objectifs, mes objectifs. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là-dessus qu'il faut essayer d'identifier les sujets de discussion, les sujets les prises de parole à aborder, les thématiques de prise de parole à aborder pour entretenir, pour nourrir cette relation, pour faire naître cette relation avec votre cible, pour l'entretenir et la nourrir. C'est ce qu'on appelle le capital social. Le capital social d'une marque, d'une entreprise, c'est sa capacité à entrer en relation avec une cible pour nourrir cette relation et créer de la confiance. Et c'est ça que les entreprises, les marques essayent de faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Dans les années 80, quand on communiquait, on se contentait de travailler son image de marque de manière très verticale. On balançait, voilà, vous voyez, regardez le logo d'énergie, souvenez-vous, dans les années 80, le gros guépard, celui qui sortait des 3 lettres énergie. On se contentait de le mettre en 4x3 dans les avenues, pareil avec le logo Coca-Cola, et ça suffisait. Ça suffisait pour rappeler l'existence de la marque. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça parce qu'on est soumis à plus de 300 messages publicitaires par jour. Donc, il y a un nombre foisonnant de messages qui fait qu'on est obligé d'avoir des messages qui sont plus qualitatifs, plus horizontaux aussi. Et donc, on va travailler ce capital social en essayant de trouver des prises de parole qui répondent aux attentes, aux envies de ma cible, qui vont retenir son attention plus de quelques centièmes de seconde et qui vont, on croise les doigts très fort, créer une fidélité, une confiance. Là, je vous ai donné un exemple que vous pourrez aller voir plus tard. C'est Coucou Suzette sur Instagram, qui est une créatrice et qui a réussi à trouver une vraie ligne éditoriale avec sa communauté. Je crois qu'elle a un peu plus de 200 000 abonnés sur Instagram, autour de couleurs très pop qui correspondent à ses créations, couleurs très pop, prise de parole très moderne, très jeune, parfois un petit peu provocante, très décalée, mais qui vraiment trouve son audience sur Instagram, qui est vraiment adapté pour ça. Finalement, le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux, c'est l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est le nombre d'interactions que génère une publication. Les partages, les commentaires, les likes, les clics. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que les réseaux sociaux, et Instagram en fait partie, sont pilotés, sont construits, fonctionnent autour d'un algorithme. Et cet algorithme, il est là pour classer, je vous la fais courte, mais il est là pour classer les publications en fonction de leur pertinence. Et comment est-ce que l'algorithme repère qu'une publication est pertinente? En fonction des interactions qu'elle génère, en fonction de son horizontalité finalement, sa capacité à générer des échanges. Plus une interaction, concrètement, concrètement, vous publiez à 14 heures, votre publication va être montrée à un échantillon de votre communauté, environ 1%. Si c'est 1% like, partage, commande votre publication, l'algorithme comprend que cette publication est pertinente, il va donc la montrer à un nombre supérieur de votre communauté, et ainsi de suite. À l'inverse, si dans les 1% qui sont les premiers à voir votre publication, personne ne commente, personne ne like, personne ne partage, l'algorithme comprend que cette publication n'est pas pertinente, et donc il la met au fond du réseau social dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit, et plus personne ne la verra. Ça veut donc dire, 1, qu'il faut publier au bon moment, quand votre cible est présente sur le réseau social, et 2, que vos publications doivent donner envie de liker, de partager, de commenter. Un like vient souvent on parle souvent de marketing émotionnel. Une publication qui suscite de l'émotion, le rire, l'effet waouh, la surprise, l'esthétique, etc. Waouh, c'est beau, on a envie de liker. Une publication un peu clivante, qui pose des questions, qui pose un débat, on a envie de commenter. Une publication qui valorise les gens ou qui génère un sentiment d'utilité, on a plutôt envie de la partager. C'est des grands leviers. Je vous ai donné un exemple. Je suis allé voir le fil, j'espère que vous le connaissez, de Janaïna Milero, qui est superbe, qui est travaillé avec une ligne éditoriale souvent en trois postes. Une création en tant que telle, ensuite un détail, et puis la création mise dans un contexte. Et ça génère beaucoup d'interactions. Vous voyez, là, on a 530 gènes.
eh bien, ça va nourrir l'algorithme et l'algorithme comprend que cette publication elle est pertinente et donc il va la montrer à un nombre supérieur de personnes. Et c'est comme ça que Janaïna elle a réussi. Alors moi, j'ai eu une de ses collaboratrices en formation, je ne sais plus il y a combien de temps, là, il y a 6 ou 7 mois. Ils étaient en dessous des 10 000 abonnés et son objectif était d'atteindre les 10 000. Et je suis content de voir que là, elle est arrivée à un peu plus de 11 000. Donc, vous voyez, elle progresse parce qu'elle a réussi à trouver la zone d'écoute, parce qu'elle a réussi à trouver les prises de parole qui intéressent sa cible, qui retiennent son attention et qui vont faire qu'ils vont interagir. Alors, Instagram, la question quand même à se poser, c'est qui sont ces utilisateurs? Qui sont les utilisateurs d'Instagram? Parce que ça ne sert à rien d'aller sur Instagram si les utilisateurs de ce réseau social ne correspondent pas à votre cible. C'est la première question finalement à se poser. Est-ce que je vais retrouver mes cibles sur ce réseau social? D'abord, ce qu'il faut se dire, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'Instagram est un réseau social qui grimpe, en France et dans le monde. Il a encore gagné 5 millions d'utilisateurs en France l'année dernière, un peu plus de 900 millions dans le monde, et il se place dans le trio de tête des réseaux sociaux en France. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est dans la même maison. Facebook, WhatsApp, Instagram appartiennent tous les trois à la même maison, qui s'appelle Meta aujourd'hui, qui s'appelait Facebook hier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous voulez vous engager sur Instagram, voilà, on peut imaginer qu'il y a une majorité de Français déjà qui sont dessus et probablement votre site. Alors, concrètement, qui y est plutôt des femmes à 54% en 2020. L'écart se resserre en 2021 puisqu'on est autour de 52% de femmes. Donc, on a plutôt des femmes, mais on est kiff-kiff. En termes d'âge, ce sont les 25-34 ans qui dominent ce réseau social-là. C'est exactement la même chose que sur Facebook. La première cible sont les 25-34 ans. Mais on a aussi une cible un peu plus jeune qui sont les 18-24. Vous regarderez que c'est plutôt équilibré. On a aussi une bonne partie, un utilisateur sur 5, grosso modo 5 ou 6, entre 35 et 44 ans. Donc voilà, on a une répartition qui est assez homogène, au moins entre les 18 et les 54 ans. On arrive à toucher les Français. Et puis, il y a un autre élément qui est là pour le coup fondateur de l'ensemble des utilisateurs de réseaux sociaux, qu'il est bon de retenir, parce que c'est extrêmement important. C'est que tous les utilisateurs de réseaux sociaux sont volatiles, ils sont volages, ils sont pressés, ils sont sélectifs. Et ça, dans la façon dont vous devez créer vos prises de parole, c'est extrêmement important. Volatile et volage parce qu'ils papillonnent. Ils papillonnent d'une marque à une autre, d'un compte à un autre. Vous savez, quand vous regardez votre Instagram, vous scrollez. Ah, vous tombez sur une photo qui vous intéresse, allez hop, on tape 2 fois, ça génère un j'aime et puis on rescrolle. Finalement, les photos sur lesquelles vous likez, vous ne vous arrêtez parfois que quelques dixièmes de seconde. Allez, quelques secondes dans le meilleur des cas. La plupart du temps, vous ne prenez même pas la peine de lire la légende qui va avec. Vous allez la lire si seulement l'auteur du message vous intéresse, est proche de vous, a déjà généré un capital social avec vous, ou si la photo vous surprend réellement, que vous voulez en savoir plus. Ça veut dire qu'il faut travailler sur cette volatilité des internautes. Il faut essayer de les surprendre constamment dans vos publications. Il ne faut pas tomber dans la routine, en fait. Les internautes sont volatiles, ils sont volages, ils sont aussi extrêmement pressés. On passe peu de temps sur une publication. Ils sont extrêmement sélectifs. Ils sont tellement sollicités par des contenus qui viennent de partout qu'ils vont sélectionner davantage. Et donc, ça veut encore dire que vos contenus, ils doivent être suffisamment exclusifs. Ils doivent proposer quelque chose qu'on ne voit pas partout ailleurs. C'est ce qui va faire qu'on va avoir envie de s'arrêter sur votre compte à vous et pas à celui d'un autre. Alors, Instagram, quelles sont les bonnes pratiques? Au moins quelques-unes, parce qu'on n'a pas non plus la journée, mais au moins les principales. La première, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'identifier vos cibles. Posez-vous la question de qui est ma cible? Quel âge elle a? Quels sont les outils qu'elle utilise? Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui la fait réagir? Quelles sont ses attentes? Comment est-ce que je peux la surprendre? Quand est-ce qu'elle se connecte? Sur quel type de réseau? Enfin bref, il y a plein. En communication, on dit qu'on va essayer de créer des personas. Les personas sont des profils qu'on va essayer d'identifier de nos cibles pour essayer de mieux les comprendre. Et ça, c'est important, de mieux comprendre votre cible avant de parler. Mais finalement, c'est comme dans la vraie vie. Quand vous vous adressez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, avant de dire ce que vous avez à dire, vous allez essayer de vous intéresser à cette personne, savoir qui elle est, comment elle réagit, etc., pour entretenir ensuite la relation. Donc, rien de nouveau sous le soleil, j'ai tendance à vous dire. Ensuite, il faut déterminer vos objectifs.
Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous êtes sur ce réseau social? Basiquement, il y a 4 grands objectifs qu'on travaille en marketing digital. Premier objectif, c'est la visibilité. Je ne suis pas connu, je viens d'arriver sur le marché de l'artisanat, j'ai besoin de me rendre visible. Deuxième objectif, c'est la notoriété. Je suis visible, je suis là depuis quelques temps, mais on ne me connaît pas assez. J'ai besoin que les gens retiennent mon nom. Donc, il faut que je travaille la notoriété. Troisième levier, c'est l'engagement. Je suis visible, je suis connu, mais je trouve que les gens n'interagissent pas assez avec moi. La communauté n'est pas assez soudée autour de mon activité, autour de ce que j'ai à raconter. Donc, je dois travailler cette notion d'engagement. Je dois essayer de trouver des posts qui vont générer de l'interaction. Quatrième objectif, la conversion. J'ai de la visibilité, j'ai de la notoriété, j'arrive à générer de l'engagement. Maintenant, il faut que je génère de la conversion, de la transformation. Il faut que cette communauté, j'arrive à la faire aller jusqu'à un outil de vente en ligne pour qu'elle achète mes produits. Voilà, ça, ce sont les 4 grands objectifs après lesquels on court sur les réseaux sociaux. Attention, on ne court jamais après le quatrième si on n'a pas encore entamé le début de la course, qui est d'abord le premier, visibilité, ensuite le deuxième, notoriété, ensuite le troisième, engagement, et enfin le quatrième, la conversion. Il faut faire les choses dans l'ordre. Mais c'est vraiment important de déterminer votre objectif fondamental et ensuite de le décliner en objectif opérationnel. Je cherche de la visibilité, objectif opérationnel, comment est-ce que je vais faire? En mettant en avant mes produits, par exemple, ou en mettant en avant l'envers du décor de mon atelier. Je donne des exemples, mais voilà. Donc, objectif fondamental et objectif opérationnel. Visibilité, notoriété, engagement, conversion. Ensuite, il faut cultiver votre identité visuelle. Vous l'avez sans doute remarqué, sur Instagram, ce qui marche, dans 90% des cas, ce sont les photos qualitatives. J'aurais même tendance à dire très qualitatives. Celles qui génèrent un effet waouh, celles qui racontent une histoire. Et donc là, il y a des codes à respecter. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on en parle dans les formations, mais respecter la règle des 3 tiers, par exemple, travailler la luminosité, travailler la couleur, etc. Il y a plein de dimensions à respecter. Gardez en tête qu'une image vaut 1000 mots, qu'elle doit raconter une histoire, qu'elle doit être chargée, qu'elle doit être chargée en émotions éventuellement. Tout ça, c'est extrêmement important. Là, je vous montre le compte de Zoé Montagu qui est une artisane qui travaille le crin de cheval. Regardez ce feed, il est magnifique parce qu'il y a une vraie identité visuelle. Et là, on a un respect de la colorimétrie. On a une cohérence colorimétrique qui fait qu'on la reconnaît tout de suite. On travaille les noirs, on travaille les beiges, les blancs. On travaille finalement tout ce qui est un peu nature, un peu de bleu. Ça va ensemble, ça crée une identité qu'on va reconnaître assez facilement. Et ça, c'est important de travailler. Les bons comptes, les comptes qui marchent sont souvent les comptes sur lesquels, on trouvera toujours des exemples inverses, mais les comptes qui marchent la plupart du temps sont des comptes sur lesquels on a une vraie identité qui se dégage. On arrive à se reconnaître assez rapidement. Ah, là, j'ai fait une petite dyslexie, mais ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux et sur Instagram, c'est raconter de belles histoires. Et ça, c'est vraiment important. Au-delà de l'image, c'est souvent, vous, les artisans, ce que vous avez du mal à faire. C'est au-delà de l'image, il y a une légende. Et sur Instagram, ce qui fonctionne de plus en plus aujourd'hui, sont les textes. Il ne faut pas hésiter à raconter une histoire. Derrière l'objet que vous présentez, il y a une histoire, une inspiration, une envie une envie de quelque chose. Si vous avez créé, c'est qu'il y a derrière, il y a une idée, il y a un concept, il y a une réflexion. Tout ça, il ne faut pas hésiter à la partager. Quand vous partagez une photo de votre atelier, là aussi, il faut raconter. Il faut raconter votre quotidien, il faut raconter ce que vous êtes, ce que vous faites. C'est comme ça qu'on nourrit la relation avec quelqu'un. Mais finalement, comme dans la vraie vie, plus vous ferez rentrer les gens dans votre intimité, plus vous créerez de la confiance, et plus les gens auront confiance en vous et échangeront avec vous. Et ça, c'est important de le faire aussi. D'avoir un feed, d'avoir un compte qui se nourrisse un peu de votre intimité, d'humanité au-delà de l'objet que vous voulez présenter. Je sais que ce n'est pas toujours facile pour vous parce que vous avez un peu de pudeur, mais c'est important de le faire si vous pouvez le faire. J'aime beaucoup ce post de Jade, Jade Sculpture. C'est sa fille qui a pris la photo. Je trouve que la légende, elle n'est pas longue, mais elle est amusante. Et en fait, elle nous présente un bout de son intimité. Merci Chiara pour ce portrait dans l'atelier. Elle m'a dit, maman, fais semblant de travailler. C'est mignon, on l'imagine tous, la scène. Et en fait, ça donne envie de liker ça. Moi, je trouve que c'est un bout de son quotidien. C'est un bout de son intimité qu'elle nous a donné. Ce n'est pas grand-chose, mais ça raconte quelque chose de sa vie. Et je trouve que voilà, ça contribue à créer du capital social, à créer de la confiance.
Donc, sans en faire que ça, on ne parle pas de reality show, c'est bien à un moment de donner un bout de ce que vous êtes, parce que ce qui fonctionne, enfin, il y a des études qui ont permis d'analyser des postes sans humains et des postes avec humains, et globalement, les postes avec humains génèrent beaucoup plus d'interactions que les postes qui sont déshumanisés sur Instagram. On privilégie l'humain. Voilà. Il faut susciter l'effet waouh, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est vraiment extrêmement important. Et sur Instagram, plus qu'ailleurs, vos photos doivent générer un effet waouh. Quelle magnifique création, quelle photo superbe. On doit se dire ça. Et c'est ça qui m'a donné envie de liker. Je vous ai mis en avant voilà, une création de Lille Prunec, qui est aussi artisane, qui crée dans la mode. Regardez ce square, on appelle ça un square quand on met ensemble, quand on découpe une photo en plusieurs postes. C'est magnifique. Je veux dire, ça scie, quoi. D'abord, la création en tant que telle, elle est magnifique. Sa robe, elle est voilà, superbe. Mais en plus, ce découpage, on a de l'esthétique, on a la colorimétrie, on a l'équilibre des lignes. Enfin, on a tout ce qu'il faut, quoi. Ça fait un effet, enfin, pour moi en tout cas, chez moi, ça génère un effet waouh. Chez vous, je ne sais pas, mais chez moi, waouh. Tout à fait. Vous avez remarqué que sur Instagram, la plupart des posts, on trouve des hashtags dedans. Les hashtags, c'est un mot clé précédé d'un petit dièse qui permet de classer les publications au sein d'Instagram. Parce qu'il y a des gens qui font des recherches sur le moteur de recherche d'Instagram via des mots-clés. Artisanat d'art, mode, ou je ne sais quoi d'autre, voyage, Turin. Voilà. Et donc, quand on clique, quand on fait dans le moteur de recherche une recherche sur artisanat d'art, par exemple, on va avoir tous les posts qui contiennent ce hashtag-là. Donc, c'est important de mettre quelques hashtags dans chacune de vos publications. Il y a 3 types de hashtags. Il y a les hashtags extrêmement populaires qui sont utilisés par plusieurs millions de personnes sur lesquels vous avez peu de chances de ressortir parce que d'autres seront plus forts que vous. Il y a les hashtags intermédiaires qui sont utilisés par quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de personnes. Là, on est entre deux. Si vous avez un compte qui est fort, une publication qui a généré beaucoup d'interactions, peut-être que vous ressortirez sur celui-là. Et puis, il y a les hashtags confidentiels qui sont utilisés par quelques centaines ou quelques milliers de personnes sur lesquels vous pouvez facilement vous positionner, mais sur lesquels le nombre de requêtes est assez faible. Moi, je dis souvent qu'il faut travailler les hashtags en fonction de ces 3 catégories-là. Chaque post devrait contenir 1 ou 2 hashtags extrêmement populaires, 1 ou 2 hashtags intermédiaires et 1 ou 2 hashtags confidentiels. À vous de les identifier en fonction de votre métier, en fonction de ce que vous faites, en fonction de ce que vous mettez en avant sur votre photo. Ensuite, il faut encourager les échanges. C'est bien d'avoir un compte sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas pour retravailler la communication dans la verticalité. Il faut surtout, on a tendance, et nous, je parle en tant que quarantenaire, parce qu'on n'est pas né dans cette horizontalité, on n'est pas né dans ce réflexe de travailler l'horizontalité, les plus jeunes si, mais on a tendance à revenir très vite quand on travaille la communication dans quelque chose de très vertical. On balance un message et puis c'est terminé. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça. Il faut non seulement balancer le message, mais il faut ensuite encourager les échanges. Ça veut dire que quand il y a un commentaire, il faut y répondre. À minima, il faut liker ce commentaire, le remercier, mais éventuellement y répondre. Parce que si vous répondez aux commentaires, l'autre va vous répondre. Et si vous faites une réponse ouverte, il va vous répondre. Vous allez lui répondre, il va vous répondre, il va vous répondre, il va vous répondre, et ainsi de suite. Et ça va générer beaucoup de commentaires. S'il y a beaucoup de commentaires, l'algorithme, il est content. Donc, il va donner plus de visibilité à votre post, et ainsi de suite. Et puis aussi parce que, basiquement, on est dans une relation horizontale. Quand vous êtes au bar, au café avec quelqu'un, s'il vous dit quelque chose, vous n'allez pas le toiser, quoi. Vous lui répondez. Et puis ensuite, il va vous répondre et vous lui répondez. Et ainsi de suite. Mais finalement, c'est quoi les réseaux sociaux à part le café du commerce? Pas grand-chose. C'est l'occasion aux gens d'échanger de manière horizontale. Et ce que veulent les gens, une bonne partie des gens qui suivent des comptes sur Instagram, c'est échanger avec les gens qu'ils aiment. C'est cette proximité. Sinon, on se contente de la télévision pour avoir quelque chose de très vertical. Donc, il est important que vous encouragiez les échanges sur votre compte et il est aussi important que vous vous impliquiez sur les comptes des autres, sur les comptes de votre univers de référence, vos partenaires, vos amis, je sais pas, des gens qui font des choses avec vous, des collabs, etc. et que vous alliez aussi interagir sur leur compte. Enfin bref, que vous ayez une vraie démarche horizontale, vous aussi. Ça demande un peu de temps, vous allez me dire, ouais, moi j'ai autre chose à faire, etc. Bah, moi, je vous donne la technique, et puis ensuite, vous le faites ou vous ne le faites pas, mais c'est important de le faire, ça. C'est vrai qu'il n'y aura pas de résultat sans faire un minimum d'efforts.
Ah, ça, c'est un autre argument qui est important. C'est pas la taille qui compte. Euh, Ça fait rire souvent quand je dis ça, mais c'est vrai, et c'est vrai aussi sur les réseaux sociaux en vérité. Je dis souvent que certains viennent me voir et me disent ah, non, mais moi j'ai 300 abonnés sur mon compte Instagram, c'est nul, etc. Et je lui dis il vaut mieux avoir 300 abonnés, dont 250 clients dedans, que 300 000 abonnés, dont 250 clients. En fait, la question du nombre, elle est toute relative. Ça dépend quel est votre objectif. Si votre objectif, c'est de devenir Coca-Cola, effectivement, il va vous falloir quelques millions d'abonnés. Mais j'ai des gros doutes sur le fait que vous poursuiviez ce genre d'objectif. Si en revanche, votre objectif, c'est de construire une communauté autour d'un centre d'intérêt qui est finalement ultra précis, vous n'aurez jamais une communauté de millions de personnes avec vos créations, mais peut-être quelques milliers, ça peut suffire, ou quelques centaines, ça peut suffire à vous faire vivre, à travailler, etc. Dans ces cas-là, il vaut mieux nourrir cette communauté-là pour avoir de vrais échanges sincères, honnêtes, authentiques, plutôt que d'essayer de chercher le nombre à tout prix. Je crois que la qualité des échanges vaut mieux que la quantité. Et sur les réseaux sociaux, même si on est un peu dans le diktat du chiffre, ben en vérité, je pense que la qualité vaut beaucoup mieux que la quantité des échanges. Et je crois que ce sera le dernier conseil, c'est de faire preuve de patience. Rome, ce n'est pas construit en un jour. Vous ne construirez pas votre communauté en un jour, ni même en une semaine. Il va falloir probablement quelques mois et peut-être un peu plus. C'est un travail de longue haleine qui est parfois pas facile, qui demande du temps, de l'énergie, avec des hauts, des bas, qui est compliqué. Ça demande de s'investir. Ouais, voilà. Donc, il faut faire preuve de patience. Le retour sur investissement, il est souvent à long terme. Mais ça paye d'autant plus que vos clients, vos admirateurs, les gens qui apprécient ce que vous faites, de plus en plus, ils sont sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que votre cible rajeunit d'année en année. Et donc, elle a des habitudes que vous n'avez pas, mais qu'elle, elle a adoptées pleinement dans sa vie de tous les jours. Et donc, les codes changent et il nous revient à nous de nous adapter à cette plus jeune cible si on veut continuer à entretenir le lien avec elle. Voilà, si, je crois que je suis dans les temps. Si je pouvais résumer les bonnes pratiques à mettre en œuvre sur Instagram, ce serait ça. Merci à vous. Ah, Diana, tu n'as pas ouvert ton micro. Voilà, pardon, merci beaucoup Olivier pour cette présentation à la fois très complète, très dynamique. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans l'espace chat, dans les questions-réponses. Sinon, ce que je vous propose, moi-même, j'ai déjà quelques questions pour préciser certaines des choses que vous nous avez dites, mais je vous proposerai, si vous en êtes d'accord, que nous passions au témoignage de Valérie Tinfin. Je vais vous demander, Olivier, si vous voulez bien, d'arrêter le partage Oui, tout à fait. d'écran pour que je puisse partager quelque chose qui va vous parler au mieux de Valérie. Valérie est donc artisan d'art plumassière. Avant de lui passer la parole pour la présenter, ce que je vous propose, c'est de partager une très courte vidéo qui parle d'elle. Le partage est toujours actif là? Oui, mais c'est pas grave, j'ai pris la main. Voilà, Voilà. merci.
Alors, très jolie vidéo et si on vous l'a montré, c'est parce que nous allons aussi essayer de la mettre en rapport, cette présentation qui est sur le site internet avec ce que vous montrez sur votre compte Instagram, Valérie. Donc, si vous voulez bien, on vous passe la parole pour que pour que vous nous parliez des raisons pour lesquelles vous êtes sur Instagram, de la façon dont vous y prenez pour y être, parce qu'on sait tous que c'est très bien d'y être, mais que ça demande un tout petit peu d'organisation, et aussi de ce que ça vous apporte. La parole est à vous. Et ben, merci, bonjour à tous. Olivier a bien expliqué, enfin je suis d'accord avec à peu près tout ce qu'il a dit. Donc moi, la raison pour laquelle je suis sur Instagram, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une question de visibilité de mon travail, pour commencer, et de notoriété. Moi, j'ai besoin de pouvoir montrer ce que je fais au plus grand nombre. Et la façon dont je travaille, enfin, quand on est artisan, en général, on ne sort pas beaucoup de notre atelier, c'est un peu compliqué. Où on ne fait pas revenir les gens à l'atelier parce qu'on n'a pas toujours le temps. Donc, c'est une façon de montrer un peu les coulisses de ce qui se passe, de comment je crée une pièce, comment je prépare un salon. Voilà, ça me sert à montrer un peu l'étendue de mon travail. Je suis un peu timide. Est-ce que vous y êtes aussi dans un objectif à court terme ou à moyen terme ou à long terme de vendre vos créations par ce biais-là? Alors, de les vendre directement par Instagram, pas tellement en fait, parce que, en tout cas, dans ce que je fais moi, je trouve très bizarre d'acheter une pièce d'artisanat d'art sur Internet. Je sais que ça se fait, mais moi, j'ai besoin, en tout cas quand je le fais, quand moi je vois des pièces d'artisanat d'art, j'ai besoin de les toucher, de les voir vraiment sur un salon ou quelque chose comme ça. Et donc, je trouve que c'est la même chose pour mes pièces, en fait. Je préfère que les gens viennent les voir en vrai. Voilà, parce qu'ils peuvent, je fais beaucoup de tableaux, par exemple, ils peuvent tourner autour du tableau ou c'est une petite pièce, la prendre en main et voir les reflets, voir tout ça. C'est des choses qu'on n'arrive pas forcément à avoir en photo sur Instagram, même si on fait des très belles images et tout ce qu'on veut, on ne peut pas forcément rendre toute l'émotion et toute la matière par une photo ou par une vidéo. Donc, disons que ça ne me sert pas vraiment à vendre en direct. Par contre, ça me sert à avoir cette visibilité qui fait que c'est arrivé à plusieurs reprises, que ce soit des particuliers ou des professionnels, même plus des professionnels d'ailleurs, qu'on me dise, voilà, j'ai vu cette pièce de vous, je ne sais pas, le tableau Coy, j'ai vu cette pièce, ça me plaît beaucoup, est-ce que vous pouvez me la faire dans telle dimension, peut-être avec une autre plume, peut-être, voilà, ça marche plus comme ça, et du coup, c'est de la commande, c'est de la prise de commande et du travail sur mesure. En fait, cela peut engendrer, on peut dire que ça peut en tous les cas générer des ventes à long terme puisque vous avez touché des prescripteurs ou de potentiels clients, Oui, même tout si ce à n'est pas une fait. vente qui se réalise en ligne à un Oui, moment précis. oui, oui, il faut vraiment se dire que, en fait, on sait pas qui va voir notre profil. Et c'est plutôt bien. En fait, il y a des gens en sous-marin qui vont voir les profils des artisans, surtout, et qui prennent leurs petites notes en se disant, tiens, ça me plaît, ça me plaît. C'était pendant le premier confinement. Du coup, je raisonne en confinement maintenant. Du coup, moi, j'ai été appelée par un cabinet de décoration d'intérieur qui m'a commandé 6 tableaux pour faire la déco d'un espace VIP d'un casino à Macao. C'était improbable. J'aurais jamais cru qu'une entreprise comme ça irait voir mon profil et me contacterait pour me passer commande. Justement, en fait, en voyant certaines de mes pièces, ils m'ont demandé, voilà, est-ce que vous pouvez le faire dans un autre format qui s'adapterait à la pièce qu'on a décorée. Et voilà, ça a fonctionné comme ça, quoi.
Je pense qu'à tout à l'heure, lors des questions-réponses, Olivier et Christelle vont nous confirmer qu'il y a une vraie veille réalisée par des professionnels sur vos comptes Instagram. Mais pour que vous puissiez alimenter votre compte de façon, on va dire, efficace, en tous les cas, pour que ça puisse attirer l'attention, comment est-ce que vous y prenez, sachant que vous avez par ailleurs une activité de production? Ouais, alors ça prend beaucoup de temps en fait de s'occuper des réseaux sociaux. Donc il faut s'organiser un minimum si on veut faire le minimum en tout cas sur les réseaux, faut s'organiser un peu. Moi j'ai un petit calendrier. Alors je publie pas un truc par semaine, ça j'arrive pas à le faire. Mais bon, j'ai quand même un petit calendrier où je sais à peu près ce que je vais publier dans le mois parce que je sais sur quel produit je travaille voilà, pour les mois à venir. Donc, je sais que tel jour, je vais publier peut-être une photo justement avec une petite légende qui explique ce sur quoi je suis en train de travailler. La fois d'après, ça va être une vidéo ou une photo juste de produit. J'essaye vraiment de m'organiser comme ça pour pas arriver en fait devant mon ordinateur ou mon téléphone et me dire bon, ben maintenant qu'est-ce que je mets? Faut que je dise quelque chose. Donc, j'essaie de l'organiser comme ça, mais voilà, c'est beaucoup d'investissement en temps et, et mine de rien, enfin, à nous, des artisans, hein, c'est pas notre boulot de faire ça. On ne sait pas forcément le faire. Donc, ben, c'est pareil, ça prend du temps aussi, mais d'aller voir justement d'autres comptes pour s'inspirer, pour voir un peu ce qui peut se faire, comment on peut le faire. Et voilà, moi, c'est la façon que j'ai de travailler et je privilégie vraiment la qualité de mes posts à la quantité, en fait. Je préfère publier moins souvent et le faire avec une très belle photo ou une très belle vidéo plutôt que de publier un truc pour publier un truc et que ça n'ait pas trop de sens, en fait. Mais justement, vous anticipez ma question puisque nous avons vu votre vidéo qui était très belle. Et les photos dont vous parlez, puisque vous parlez de photos de qualité, est-ce que c'est vous qui vous en chargez? Est-ce que vous confiez cela à quelqu'un d'autre? Comment vous organisez-vous? Parce que sur votre compte, les photos aussi sont de très belle qualité. Alors, la majeure partie du temps, je fais venir des photographes à l'atelier, en fait. Parce que bah, déjà, moi, la photo, c'est un média que j'adore, donc j'aime quand les images sont très nettes. Donc, je fais venir la majeure partie du temps un photographe à l'atelier sur vraiment, quand je travaille sur une pièce en particulier, on fait un reportage tout le long de la création de la pièce. Comme ça, j'ai des photos d'un peu toutes les étapes et je peux les partager voilà, tout le long de l'année pour montrer ça aux gens qui sont sur mon compte. Après, il y a certaines photos que je fais moi. Par exemple, les photos, vous voyez là, les photos d'outils avec le QR code ou Oui. ces choses-là, c'est moi qui les fais parce que c'est quand je suis en train de travailler, je me dis, tiens, ça c'est beau, je vais essayer de faire une photo un peu sympa. Bon, ça n'a pas la même qualité que quand ça vient d'un photographe, mais j'essaye de garder un peu ce qu'on disait tout à l'heure, un peu une cohérence dans ce que je montre. Voilà. Est-ce que vous diriez que vous êtes, bien sûr, Olivier nous a dit tout à l'heure que cela prenait parfois du temps pour construire une page, un compte Instagram qui apporte de la satisfaction, en tout cas qui atteigne ses objectifs, mais est-ce que vous, à ce jour, vous êtes contente, satisfaite de du retour sur investissement, si on peut le dire comme ça, pour ce qui concerne votre compte Instagram, pour lequel vous passez un certain temps? Oui, ouais, je suis contente parce qu'en fait, ça a bien évolué au fil des années. Moi, je suis installée depuis 2015 à mon compte. Je n'ai pas utilisé Instagram tout de suite, mais j'ai vu l'évolution au fil des ans. Je vois que, par exemple, quand je fais un salon, c'est pareil, les salons, je privilégie la qualité à la quantité, donc j'en fais peut-être un par an. Mais je sais que les gens, après, ils vont me chercher sur Instagram et ils vont… en fait, c'est la première chose qu'ils font. Quand ils vous voient sur un salon, ils prennent votre nom, ils regardent si vous êtes sur Instagram, ils like et après, ils vont voir votre compte. Donc, ça me permet voilà, d'avoir pas mal d'abonnés en plus. Et je trouve que… Alors, j'ai pas 10 000 abonnés, hein,
Mais en tout cas, ceux que j'ai interagissent bien, laissent des commentaires, sont toujours dans la bienveillance. C'est hyper agréable justement d'échanger avec eux, de répondre à leurs commentaires. Alors c'est pareil, j'ai l'impression que j'en reviens toujours à la même chose, mais oui, ça prend du temps. En plus du travail en atelier, ben voilà, de répondre aux commentaires ou même ne serait-ce que de mettre un petit j'aime sur le commentaire de la personne. Mais c'est hyper important en fait. Parce que, ben, on en parlait tout à l'heure de l'horizontalité, de tout ça. Enfin, c'est un échange, un vrai échange avec les gens. Et eux, ils prennent le temps de laisser un petit mot pour dire que ça leur plaît. Donc, à nous aussi de prendre un petit peu de temps pour leur répondre. Alors, je ne dis pas qu'il faut répondre dans la minute, hein, parce qu'on est aussi beaucoup dans le, dans le tout de suite. Mais voilà, de prendre le temps, peut-être une fois, je ne sais pas, une fois toutes les 2 semaines, de répondre à tous les commentaires si c'est le plus simple ou de le faire au fur et à mesure. Mais voilà. Moi, je suis contente des gens qui me suivent. Je vois que je fais une story de temps en temps. Alors, je ne suis pas la pro des stories, mais de temps en temps, j'en fais une. Et je vois que ça réagit bien. Enfin, les gens sont contents aussi de voir ce qui se passe et ils aiment bien voir ce qui se passe vraiment dans l'atelier, l'envers du décor et parce que ça fait rêver en fait. On a des métiers qui font rêver et je pense que ça, il faut l'entretenir. C'est important. Ça rejoint beaucoup des aspects qu'a souligné Olivier sur le fait de raconter une histoire, de raconter un peu un rêve, un projet, le projet de création que chacun d'entre vous a. Je vous proposerai, si vous êtes d'accord, merci beaucoup Valérie, de passer à des questions parce qu'en fait, il y a des questions pour chacun d'entre vous. Alors, on va les prendre plutôt dans l'ordre, mais ça nous permet de rebondir sur beaucoup de choses qui ont été dites. Mais je prendrai une question qui était celle qui était posée dans le chat, la première question, pardon, je la dis telle qu'elle est formulée. Merci beaucoup, Marik. Faut-il absolument montrer sa binette en ligne? Qu'en pensez-vous, Olivier, Christelle, Valérie? Faut-il vraiment montrer son visage, sa binette. Ah, pardon. Ah oui, parce qu'il y a des questions dans le question-réponse. Oui, il y avait une autre question dans le Je ne l'avais pas vue, celle-là. Moi, je pense que oui. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, il faut humaniser. C'est vraiment important. Il y a des études qui sont sorties là-dessus qui montrent qu'entre une photo sans humain et une photo avec humain, les interactions ne sont pas les mêmes. C'est vraiment important, ça. Ce que disait Valérie, c'est qu'il faut montrer l'envers du décor, mais l'envers du décor, c'est aussi, vous êtes dans l'envers du décor, vous faites partie de cette histoire que vous essayez de partager, donc évacuer l'essence de la création, c'est quand même un moment, il manque un truc, quoi, il va manquer un truc. Comme vous êtes au vernissage quand vous faites une exposition, et comme c'est important que vous soyez là pour partager, c'est exactement important, c'est aussi important sur Instagram, je pense. Merci. Et j'ajouterais, c'est la même chose sur vos sites internet. Un site internet d'artisan d'art où il n'y a pas la photo de sa trombine, c'est particulier, c'est spécial en fait. On a envie de rentrer en relation effectivement avec de l'humain, pour compléter le propos d'Olivier. Alors, une autre question pour Olivier, vous l'avez vu sans doute Olivier, vous parlez de 4 objectifs, visibilité, notoriété, etc. Alors, quelle durée doit-on accorder à chacune des étapes dans la mise en place du compte, je suppose? Quand savons-nous qu'il faut passer d'une étape à l'autre? Oui, je comprends ce besoin de réassurance avec des paliers qui seraient fixes et qui diraient, voilà, je suis passé au level 1, du level 1 au level 2 comme un jeu vidéo, c'est facile. Ce n'est pas si simple que ça. Ça dépend de vous, en fait. En fait, j'aurais tendance à dire ça dépend de chacun. Oui, je vous parlais de Coca-Cola. Coca-Cola, ils ont des objectifs voilà, d'atteindre, je ne sais pas, moi, 100 millions de personnes. Mais en fait, il faut vous poser la question, vous, quel est votre objectif? Vous voyez, Valérie, elle a 1000 abonnés ou 1200. Elle est satisfaite. Et déjà, avec 1200, elle arrive à avoir des prises de contact assez improbables, comme ce cabinet qui la contacte pour la déco à Macao. Là, c'est complètement fou. Avec 1200 abonnés, ça a suffi déjà pour assurer un truc de transformation. D'autres, comme Janaïna, par exemple, son objectif, c'était 10 000. Parce que ce qu'elle voulait, c'est pouvoir mettre des liens dans les stories. Bon, je suis un peu technique, mais en gros, voilà. Donc, son objectif, c'était ça. En fait, la vraie question à vous poser, c'est quel est votre objectif et à partir de quand est-ce que vous êtes satisfait? C'est ça qui est important avant tout. C'est vous, quoi.
qu'est-ce qui va vous satisfaire? Il y a quand même un truc qui est quand même plus satisfaisant que le reste, c'est les échanges. Moi, je reste convaincu que le principal indicateur de réussite, c'est le nombre de likes et de commentaires, parce que ça vous valorise, parce que ça fait du bien de voir que ce que vous mettez en avant, le travail que vous accomplissez, ben, il résonne chez d'autres et que les autres, ben, ils réagissent, ils prennent le temps d'échanger un peu avec vous. Alors, ça peut être juste waouh, c'est beau, mais certains vont faire de plus grands commentaires. Peut-être Valérie reçoit des messages privés sur lesquels elle va pouvoir réagir. Bon, voilà, je pense que c'est ça qui est le plus satisfaisant. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est essayer de travailler ça avant tout. Merci beaucoup. Alors, une autre question, puisque nous parlions des photos de qualité. Est-il nécessaire, je suppose que si on veut le faire soi-même, est-il nécessaire de prendre des cours de photographie pour réussir à faire des photos de qualité sur Instagram? Et moi, je prolongerai la question pour parler aussi de la vidéo, parce que c'est un point qu'on a évoqué très rapidement, mais est-ce qu'il faut privilégier les photos ou les vidéos pour créer des interactions? Valérie, tu veux répondre? Bah, est-ce que c'est nécessaire de prendre des cours de photographie? C'est bien d'avoir une petite base, moi je trouve, au moins pour savoir comment éclairer une pièce, comment retoucher un peu la photo aussi pour qu'elle soit vraiment propre et nette. Ça me paraît important. Après, c'est pas obligé d'être un cours magistral ou quoi. On trouve aussi des tutos sur Internet, hein, on peut se débrouiller. Ça me paraît important de savoir un peu où on va, en tout cas. De savoir un peu où on va. Les photos doivent être quali, ça c'est une certitude. Donc à un moment, moi je vois ta vidéo par exemple, elle est magnifique. Donc il faut savoir ce qu'on est capable de faire et il faut savoir ce qu'il faut déléguer aux autres et ce que vous pouvez apprendre. Donc là jusqu'où vous pouvez aller, mais vous n'êtes pas photographe, donc vous ne le serez jamais et vous n'avez pas vocation à ça. Donc il y a effectivement plein de tutos qui vous permettent voilà, quelques petits tips d'améliorer considérablement la qualité de vos prises de vue. Aujourd'hui, avec un bon appareil numérique, on fait des superbes photos, vous mettez un peu de profondeur de champ, vous faites en sorte que les scènes soient jamais trop chargées, ça c'est important, il y a quelques trucs à respecter, vous composez l'image à peu près correctement, et voilà, là vous êtes sûr que ça marchera, vous allez monter en qualité. Vous pouvez prendre quelques cours pour qu'un photographe vous donne des tips. Et puis ensuite, la vidéo, c'est ce que tu disais, Diana. Là, c'est un peu plus complexe, la vidéo, quand même, parce que ça demande de travailler un peu la narration. Il y a potentiellement un peu de montage. Si on fait de la vidéo pour une story, ça peut être simple et un peu spontané. Mais peut-être il vaut mieux soit prendre des cours, là, pour le coup, soit le faire faire par quelqu'un qui connaît son métier. Christelle, je veux ajouter que nous proposons donc chez Améad deux types de formations, une formation sur les photos et une formation sur les vidéos, et justement pour faire ces photos à partir d'un téléphone, hein, même d'un smartphone, et les vidéos également avec donc un autre Olivier qui est spécialisé vraiment dans les formations pour accompagner les professionnels métiers d'art. Ça fait des années qu'il travaille alors avec nous et avec moi avant, puisque à l'époque où j'étais à la mission régionale métiers d'art de Poitou-Charentes, et qu'il a donc mis en place ces deux formations pour répondre justement à ce type de besoins et vous donner les bases nécessaires dont parlait Valérie à l'instant. Je vais vous mettre les liens sur le côté, là, dans le chat. La discussion. Alors, toujours pour les photos, quelqu'un nous demande, Esther, merci beaucoup Esther pour la question, je voudrais savoir s'il faut systématiquement expliquer, sous-titrer, je suppose que ça fait référence à une légende, la photo publiée. Donc, on ne parle pas là du texte du post, mais d'une légende qui accompagnerait la photo. Alors, ce n'est pas le texte du post. Je vois pas où. Alors, je vous avoue, peut-être qu'Esther pourrait nous préciser la question. Je pense que c'est le texte du post, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres endroits où mettre. Voilà, sauf les tags. Donc, non, si, il faut. Moi, je pense que c'est vraiment important. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut raconter l'histoire. Il faut raconter un truc. Il faut. Alors, certains se contentent de mettre un ou deux hashtags, un ou deux mots un peu inspirants, etc. Pourquoi pas, hein, dans certains secteurs, ça peut fonctionner. Mais d'une manière générale, plus vous donnerez, plus vous enrichirez votre histoire, plus vous donnerez de matière aux internautes qui sont en face de vous pour qu'ils réagissent, pour qu'ils se reconnaissent, pour qu'ils s'imprègnent de votre travail
et pour qu'ils aient envie de commenter, d'interagir avec vous. Donc Alors, oui, j'aurais tendance à dire oui, il faut donner un petit peu. à ce propos, il y a une question parmi les questions que nous avons reçues. Tu le fais, toi, Valérie? Excuse-moi. Pardon. Pardon? Tu le fais, toi? Tu écris Oui, oui, oui. Alors avant, au début, je mettais des choses assez longues, des textes assez longs. En fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long, que les gens justement prennent pas forcément le temps de lire. Donc, j'essaye de réduire à l'essentiel. En tout cas, que les premières phrases impactent bien pour avoir envie de lire la suite, forcément. Mais on sait que les gens, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, hein, scrollent très rapidement. Donc, il faut accrocher l'œil tout de suite et donner envie d'aller voir la suite. Et ça, c'est la partie un peu compliquée parfois. Tout à fait. Tu voulais réagir, Olivier, peut-être? Non, je suis d'accord, je partage. Alors, à propos des interactions, justement des réactions, quelqu'un nous demande, Alexandra Ferdinand, répondre aux commentaires d'accord, mais quand il s'agit juste d'un waouh, que dire à part merci? Avez-vous des suggestions? Merci pour vos conseils. Merci, ou alors un petit like, ça peut suffire dans ces cas-là. Voilà, quand il n'y a rien de plus à dire, il n'y a rien de plus à dire. Hein, voilà, content que ça Je Alors, vous ait réponds, ravi que plu. ça vous plaise. Voilà, que ça vous plaise. ce sont des réponses très aimables, mais assez courtes, en fait. Ouais, voilà, et là, c'est vrai la source de l'interaction va se tarir. Là, j'aurais tendance à dire. Il Oui. faudra reposer une question pour relancer la discussion, mais on ne va pas le faire à chaque fois parce que vous allez y passer des heures et des heures. Donc, ouais, quand il y a un waouh, juste un merci, c'est déjà bien, ou un petit like, et puis voilà. Alors, nous avons parlé d'Instagram, mais c'est vrai qu'il est assez lié à Facebook, très lié même. Et quelqu'un nous demande, Charlotte, est-ce pertinent de faire les mêmes posts sur Instagram et Facebook au même moment pour être visible sur les deux réseaux à la fois? Ça sort un peu du cadre spécifique d'Instagram, mais c'est vrai que les deux réseaux sont très liés. Non, il faut garder en tête qu'un réseau social a un ADN et l'autre en a un autre. On dit souvent que quand une marque, une entreprise veut s'engager sur plusieurs réseaux sociaux, elle doit, sur chaque réseau social, mettre en œuvre une stratégie éditoriale singulière. Et c'est la complémentarité de toutes ces prises de parole qui va permettre de comprendre l'univers de la marque. Instagram, c'est un réseau social d'image. Facebook, c'est un réseau social de communication sociale de proximité. Snapchat, c'est un réseau de spontanéité. TikTok, c'est un réseau très orienté vidéo, là aussi spontané. Vous voyez, chaque réseau social a son ADN, sa façon d'envisager la relation, l'interaction, et voilà. Donc, il faut tenir compte de ça absolument. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, même si je sais que c'est compliqué, que sur chaque réseau social, il faut avoir une stratégie éditoriale qui soit différenciante. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout soit différent, voilà. Mais éviter de faire systématiquement la même chose parce que c'est déceptif pour les gens finalement. Quelqu'un qui vient vous voir sur Instagram et sur Facebook, s'il voit exactement la même chose, à un moment, voilà, peu d'intérêt. Est-ce que, juste pour prolonger cette question, est-ce qu'on peut mettre en relation cette question avec le fait qu'entre Facebook et Instagram, ce ne sont pas tout à fait toujours les mêmes publics, les mêmes Exactement. abonnés? Mais moi, je me souviens, j'ai fait une formation avec une artisane dont j'ai perdu le nom, et sur Instagram, elle avait son travail d'artisanat avec des belles photos de ses créations. Et sur Facebook, elle travaillait plutôt les ateliers, parce qu'elle animait également des ateliers. Donc sur Facebook, communication sociale de proximité, elle animait des ateliers autour de chez elle, dans un rayon de 50 km. Donc l'idée, c'était de mettre en avant plutôt ce travail-là, cet axe de son travail. Voilà, là, on a deux lignes éditoriales qui sont complémentaires, qui se répondent. Chaque réseau social est adapté pour recevoir le message qu'elle propose. Ça marche. D'accord. Alors, vous nous avez parlé d'une chose, ça a attiré l'attention de beaucoup de monde, cette explication technique sur l'algorithme. Très intéressant de découvrir que les publications sont présentées d'abord à 1% de l'audience. Est-ce que l'algorithme fonctionne de la même façon pour les stories? Oui. Oui, il fonctionne de la même façon pour les stories, même si, pour le coup, c'est un tout petit peu différent dans le sens où, vous savez, quand vous êtes sur votre feed, sur votre smartphone, tout en haut s'affichent les stories en priorité qui viennent d'être créées. Donc là, on a quand même un biais de temporalité qui vient se greffer là-dessus.
Donc, en général, et aujourd'hui, les utilisateurs d'Instagram préfèrent utiliser les stories parce que ça permet plus de spontanéité et plus d'interaction rapidement. Voilà. Par contre, c'est plus éphémère, à moins de les mettre à la une. Alors, on rentre un peu dans la technique, mais l'ADN d'une story, c'est 24 heures et puis ça disparaît. D'accord. Alors, le fonctionnement d'Instagram est mouvant et s'adapte au succès d'autres formats sur d'autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, sans être trop technique, pouvez-vous résumer quel objectif poursuivre par format entre les stories, les réels, les vidéos, les posts standards? Est-ce que nous pouvons distinguer les objectifs selon les formats? Ouais, c'est compliqué ça, parce qu'en fait, il y a tellement de formats que sur un même réseau social, comment est-ce qu'on fait pour avoir des prises de parole qui sont complémentaires, qui se répondent? J'aurais tendance à dire il faut faire une analyse il n'y a pas de réponse type. Il faut faire une analyse de chaque compte, en fait, et de ce qu'il a envie de raconter. Basiquement, sur les posts standards, on fait ce qu'on a à raconter et qui doit rester sur le compte. Donc, mettre en avant les créations, etc. Sur les stories, ça sert à raconter l'immédiateté d'une manière générale. Donc, montrer des tranches de vie de l'envers du décor, ça peut être très intéressant. Faire et les mettre à la une, les épingler. Ça, je vous expliquerai si on fait une formation ensemble, plus techniquement. Ça leur permet de casser ce côté éphémère pour qu'elle reste durablement. On peut montrer aussi les expositions, les vernissages dans les stories. Parce que là aussi, on va choper un moment du quotidien. On va prendre un moment de spontanéité et puis on va essayer de le raconter. Donc voilà pour les stories. Les réels, c'est des vidéos très courtes, un peu amusantes, décalées, qui doivent là aussi raconter un moment de vie, un moment de spontanéité. C'est éphémère. Voilà, ça doit être décalé un peu. Ça doit être plutôt décalé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme format? La vidéo, c'est complémentaire à la photo, hein, d'une manière générale. C'est plus une façon de raconter les choses, parce qu'on peut faire de la vidéo en story, on peut faire de la vidéo dans les posts, on peut en faire partout de la vidéo. Donc, je dirais, utiliser la vidéo si la photo n'est pas suffisante pour raconter ce que vous avez à raconter. Mais la base de votre réflexion, ça doit être qu'est-ce que je veux raconter? Qu'est-ce que j'ai à dire et à partager? Et ensuite, vous pourrez vous poser la question de est-ce que ce qui va me permettre d'embarquer mon histoire, c'est une photo ou une vidéo? Et ensuite, quel est le format qui va permettre de raconter cette histoire correctement? Merci beaucoup. Je crois que nous avons répondu en même temps à une autre question qui est arrivée sur le fait de savoir s'il y avait une différence de ligne éditoriale entre les posts sur le fil et sur la story. Et Toi, tu fais comment, Valérie, par exemple? Oui, par rapport à… Je fais pas trop de story en fait. Mais oui, quand j'en fais une, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de montrer à l'instant T. Ouais. Par exemple, quand je donne un stage, parce que je fais des initiations du coup à la plumasserie, bon, je trouve ça chouette en fait de filmer un peu la session pour montrer comment ça se passe. Voilà, un petit stage avec moi. Et dans mes posts, c'est plus des choses un peu plus carrées, j'ai envie de dire. Voilà, un peu plus léchées, un peu plus préparées. Exactement. Mais ça montre bien qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on veut raconter les choses. Les stages en story, ça se justifie, ça t'évite en plus de brouiller ton flux avec des photos qui n'ont rien à voir avec tes créations. Donc voilà, ce qui est important, c'est organisez-vous dans votre tête entre les différentes choses que vous avez à raconter, où est-ce que vous voulez les mettre pour que ce soit cohérent, tout ça. C'est un peu un puzzle. Après, si je peux rajouter quelque chose, c'est là, on donne plein d'infos de ce qui serait bien de faire, mais vous n'aurez pas un feed hyper beau forcément tout de suite. Il y a un moment, il faut se lancer. Moi, je vois quand je prends le début d'Instagram, c'était complètement éparse. Et ça s'est construit au fur et à mesure. Il faut aussi pas hésiter à se lancer, se dire que ça va pas être assez bien. Faut y aller et puis ça va se construire au fur et à mesure. Donc, voilà. C'est un peu ce que nous disions tout à l'heure sur le fait que ça peut parfois prendre du temps. Et juste, j'ai encore une question, Valérie, puisque quelqu'un nous demande, vous aviez rapidement évoqué tout à l'heure votre organisation, combien d'heures par jour ou par semaine passez-vous sur Instagram pour vos partages et vos interactions? Si vous pouvez chiffrer. C'est difficile à quantifier parce que c'est par petites sessions, un peu sur tout le long de la semaine. J'essaye de ne pas dépasser 2 à 3 heures par semaine. Parce que après, j'ai aussi
comme tous les gens qui nous suivent, hein, tout le travail en atelier à faire. Ça veut dire que ces 2-3 heures, en fait, je ne travaille pas sur mes créations. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu. Et une dernière question que nous avons reçue, je crois que c'est plus pour Olivier ou pour Christelle. Le ratio entre le nombre d'abonnés et le nombre d'abonnements est-il important? Une community manager a conseillé à Élise Petit, qui me pose la question, de se désabonner de certains comptes, car j'avais plus d'abonnements que d'abonnés. Depuis que je me désabonne, Instagram me bloque mon compte régulièrement. Que se Alors, passe-t-il? ça, c'est un truc de community manager, effectivement. Ça, c'est un truc d'agence. On préconise un tiers, deux tiers. Il faut toujours avoir plus d'abonnés que d'abonnements, voilà, que de comptes auxquels on est soi-même abonné. Parce qu'en termes d'affichage, ça montre que vous êtes plus suivi que vous ne suivez. Mais bon, franchement, franchement, j'aurais tendance à dire, vous, occupez-vous pas de ça, soyez spontané, soyez naturel. Moi, je dis que les 5 piliers de la réussite sur les réseaux sociaux, c'est l'honnêteté, l'authenticité, la sincérité, l'humilité et la simplicité. Voilà. Si vous êtes ça, eh ben, je vous promets que vous arriverez à faire quelque chose de bien sur les réseaux sociaux. Vous ne vous préoccupez pas de savoir si vous avez un tiers, deux tiers d'abonnés, d'abonnements, machin. Soyez juste que vous êtes, soyez honnête, soyez sincère, soyez généreux avec les autres. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de rapport entre le fait que vous êtes désabonné à certains comptes et le fait que Instagram vous ait bloqué provisoirement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein de bugs sur Instagram depuis quelques semaines et que ça marche pas. Bon, voilà, c'est un cirque pas possible. Instagram, ils font des changements, donc il y a des problèmes de code, etc. Donc, je pense que ça n'a pas de rapport. Mais voilà, bon, la community manager a raison, elle fait correctement son travail. Mais il faut adapter la théorie à la réalité du terrain qui est parfois voilà, pas compatible. Alors, je vous propose de prendre encore une dernière question et ensuite, nous allons devoir libérer nos intervenants. Merci encore une fois d'avoir pu être là ce matin. Il y a 2 questions en fait qui se rejoignent. Est-ce qu'il faut faire du ménage dans ses anciens postes si on a manqué de cohérence au début, de ligne éditoriale? Est-il utile d'effacer de vieilles photos? Tu l'as fait, Valérie? Non, non, parce que j'estime que ça fait partie de mon cheminement aussi, en fait, de ce qu'était mon atelier en 2015. Et ben, quand on parle d'honnêteté et de tout ça, voilà, ça fait partie de l'histoire de mon atelier, donc je ne l'ai pas fait. Franchement, moi, Et les gens ne vont pas si loin, je pense. ouais, moi, je te rejoins. Je pense que voilà, ça fait partie de l'histoire. Après, d'autres le font, nettoient, parce qu'ils ont changé radicalement de façon d'envisager la chose et donc ils ne veulent pas que ça nuise à la lisibilité, pourquoi pas. D'autres font une vraie coupure dans le feed. Je l'ai montré ça en formation, où au milieu du feed, on a 3 photos qui viennent marquer un avant et un après, qui viennent faire la scission entre les deux. Pourquoi pas? C'est une façon de faire. C'est à chacun de voir midi à sa porte, là. Bon, moi, je pense que globalement, ce n'est pas nécessaire d'effacer les vieilles photos, mais c'est à chacun là, de réfléchir en fonction de l'image qu'il a envie de montrer. Merci beaucoup. Alors, voilà, nous allons bientôt mettre fin à ce webinaire. Quelqu'un nous posait la question sur l'utilité de la publicité sur les réseaux sociaux. Ben, ça tombe bien, ça nous fait une très belle transition avec ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que nous poursuivons nos webinaires. Très prochainement, nous allons en organiser d'autres. Et le prochain, c'est dans pas très longtemps, c'est dans 2 semaines. C'est un webinaire très spécial de présentation d'une série de formations, dont des formations à la publicité sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Sur l'art du digital. Certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est un programme que nous mettons en place avec France Relance et aux formations duquel vous pouvez avoir accès de façon gratuite. Autrement dit, les formations sont prises en charge par France Relance. On fait un peu de publicité, mais je pense que c'est utile d'en parler ici aussi pour que vous le sachiez. Nous allons communiquer très bientôt sur les réseaux sociaux. Justement, en tous les cas, le webinaire, c'est le vendredi 24 à 9h. On vous en dira plus très bientôt. Ce sont des formations de nature à vous aider à maîtriser les outils numériques, le site internet, la newsletter, les réseaux sociaux. Donc, profitez-en. Ça fait un tout petit peu publicité, mais c'est bien de vous en parler. Et je vais peut-être donner la parole pour le mot de la fin à Christelle, qui va nous faire ses conclusions après ces échanges très riches et très, très intéressants et que nous allons poursuivre très bientôt.
Christelle. Oui, donc je reviens. Avec mes diapos, je suis déçue tout à l'heure. Voilà, c'était pas de chance, coupure Internet pendant 3 minutes. Mon réseau est instable en ce moment. Donc, voilà, donc juste pour, je devais le dire en introduction, mais pour conclure, donc déjà, merci à tous d'être restés pendant ce webinaire. Et juste pour finir, de présenter Améad et de compléter ce que vient de dire Diana. Donc, effectivement, nous avons ce programme d'accompagnement de France Relance, mais donc Améad, c'est également donc une offre d'accompagnement et de formation à destination des entreprises métiers d'art et métiers de la création. Donc, on a aujourd'hui à peu près un peu plus de 50 formations à notre catalogue que vous pouvez aller voir sur notre site internet. Et nous proposons ces formations, et ça c'est important de le dire ici, parce que ça peut suggérer des idées. Nous les proposons évidemment en direct à vous, entreprises métiers d'art. Nous les proposons également à des institutionnels et nous intervenons, par exemple, en ce moment, nous déployons un programme pour les pays de la Loire et nous allons en déployer un nouveau avec l'Occitanie. Avec l'Occitanie, nous travaillons déjà depuis 2 ans, ça sera la 3e année que nous mettons en place spécifiquement pour eux des programmes de formation. Et nous travaillons aussi avec des collectifs d'artisans, des associations. Là, par exemple, nous avons une nouvelle demande d'un collectif qui est en Vendée, pour lesquels nous mettons en place justement la formation photo, et donc une formation qui aura lieu en présentiel avec Olivier, donc l'autre Olivier. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu les choses que je voulais vous dire en introduction, et voilà, et que j'ai été coupée. Et puis sinon, écoutez, j'ai trouvé, enfin, en ce qui me concerne, ce que je pouvais ajouter comme petit mot de la fin, c'était que Olivier le disait tout à l'heure, il parlait d'horizontalité. Instagram, voilà, il ne faut pas traiter chaque outil de manière verticale, et il est aussi extrêmement important qu'il y ait ce qu'on appelle une présence multicanale et que les différents canaux de communication que vous utilisez interagissent les uns avec les autres, donc que ce soit vos comptes de réseaux sociaux, donc Insta, Facebook, mais également votre site internet, et en complément de tout ça, une newsletter qui va avoir exactement le même objectif que Instagram, c'est-à-dire de développer votre communauté. Voilà, pour conclure et faire une boucle sur l'ensemble des outils digitaux. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup Christelle, merci infiniment Valérie d'avoir pris le temps d'intervenir ce matin sur le temps de la création. Merci beaucoup Olivier, on sait que votre agenda est extrêmement chargé. Merci à vous tous d'avoir pu être en ligne ce matin, puisque pareil, je crois que chacun a des emplois du temps très chargés. Pour ceux qui sont arrivés un tout petit peu plus tard et qui nous posent la question dans la discussion, oui, le webinaire est enregistré, et oui, très rapidement, d'ici le début de la semaine prochaine, nous allons le mettre en ligne, et nous vous tenons au courant par les moyens des réseaux sociaux et nos newsletters et tous nos autres moyens de communication. À quand une formation sur la création d'un site internet? Elle existe et elle est dans le dispositif sur la rue du digital, et vous pourriez même en bénéficier sûrement gratuitement. Donc déjà, rendez-vous dans 2 semaines pour le webinaire, mais sinon, nous vous avons partagé dans la discussion, justement, les liens vers ces formations, n'hésitez pas. Mais j'ajoute que sur ce type de formation de la route du digital, soit vous pouvez en bénéficier gratuitement, mais là, il y a des critères, effectivement, qu'on expliquera la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, mais sinon, vous pouvez aussi faire financer vos formations par vos OPCO. Hein. Donc, en fait, la plupart du temps, elles sont prises en charge, ces formations. Et donc, cette formation existe sur la création de sites Internet, absolument. Voilà. Très bien, mais je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine à tous, et nous vous disons à très bientôt pour nos prochains webinaires chez Améad.